Merci Gwenaëlle Calvez de nous avoir rejoints. Je vais vous poser déjà une première question, Gwenaëlle. Peut-être de recadrer un petit peu ce qu'on entend par laïcité et de revenir un peu sur le fondement de la loi de 1905 pour qu'on puisse partir du même cadre de référence. C'est pas la première fois que je viens à Roubaix pour parler de laïcité. J'ai toujours été vraiment impressionnée par le dynamisme et l'engagement autour de ces questions. Et c'est pas, je dis pas ça par politesse, c'est vrai. Et quant à la Ligue de l'enseignement, je travaille assez souvent avec la Ligue de l'enseignement. J'étais encore la semaine dernière, il y a 15 jours, au Salon de l'éducation à Paris. La Ligue avait organisé une table ronde à laquelle je participais. Donc je me sens vraiment heureuse d'être là. Vous avez deviné à ces quelques mots que moi aussi je suis engagée dans la défense de la laïcité. Mais je vais parler ici, je dirais pas de manière neutre parce que ça n'existe pas forcément, mais je vais m'exprimer en tant que professeur de droit. C'est-à-dire je vais rester sur le terrain du droit de la laïcité parce que, comme vous venez de dire, autour de la laïcité, on tend parfois à perdre de vue que c'est d'abord un ensemble de règles. C'est pas qu'un ensemble de règles, mais c'est un ensemble de règles qu'on peut modifier. Elles ne sont pas inscrites dans le marbre, dans le ciel, mais enfin qu'il faut connaître si on veut avoir une discussion à peu près sensée autour de ce qu'est la laïcité et ce qu'elle doit être. Et donc votre première question, c'est justement la loi du 9 décembre 1905, loi concernant la séparation des églises et de l'État. Cette loi n'est pas l'alpha et l'oméga de la laïcité. Cette loi clôt un cycle de laïcisation avec un très grand nombre de lois adoptées dans les 30 années précédentes. Et donc il faut garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'autres lois qui sont des lois laïques. Je vais en dire un mot. Et il faut aussi garder à l'esprit que la laïcité, c'est d'abord un principe constitutionnel, avant d'être un principe législatif. Et quand on est un principe constitutionnel, on a un cran au-dessus de la hiérarchie des normes. C'est la France est une république laïque, article 1er de la Constitution. Donc la loi, on peut la modifier. D'ailleurs, on l'a beaucoup modifiée le 24 août 2021. La loi, on peut la modifier. La Constitution, c'est un peu plus difficile. Mais donc je voudrais d'abord parler des autres lois que nous devons garder à l'esprit parce qu'elles sont des lois laïques et elles ont un sens profond sur ce qu'est la laïcité, outre le fait qu'elles s'appliquent naturellement et que nous devons les respecter. Si je vous donne quelques exemples de lois laïques, je vous dis le 20 septembre 1792, c'est la laïcisation de l'état civil. Mais c'est pas rien. La laïcisation de l'état civil, c'est-à-dire vous naissez, vous vous mariez, vous mourrez. Mais qui décide de tout cela? C'est-à-dire qui enregistre ces événements? L'État. Depuis le 27 septembre 1792. Avant, c'était l'Église. Donc, l'Église était pourvoyeuse de l'identité des gens. On avait un nom de baptême, par exemple, alors qu'aujourd'hui, on a un prénom qu'on déclare à l'officier d'état civil. Et ceux qui n'étaient pas membres de l'Église, évidemment, avaient une existence civile beaucoup plus précaire quand elle n'était pas niée. Je rappelle que, par exemple, pour mourir dignement, c'est-à-dire pour bénéficier d'un enterrement digne de ce nom, il fallait que l'Église l'accepte. Il fallait donc ne pas être une prostituée, ne pas être un comédien. Vous vous souvenez sans doute que Molière a dû être enterré dans des conditions très difficiles. Et encore parce qu'Armande s'est jetée aux pieds de l'évêque. Donc tout ça pour dire qu'une loi essentielle de laïcité, c'est la loi en vertu de laquelle l'état civil est, d'une certaine façon, pourvoyeur de nos identités et non plus un culte. Et ça, dans plein de pays, c'est pas le cas. Y compris des pays développés, occidentaux. Autre exemple de loi de laïcité, le Code pénal de 1810. Je reste un peu dans le registre de l'état civil. L'antériorité du mariage civil sur le mariage religieux, à peine de sanction pénale. Aujourd'hui, si vous voulez vous marier, vous êtes devant le maire. Vous devez d'abord aller devant le maire. Ensuite, vous pouvez vous marier une deuxième fois. Et ça ne regardera que vous. Donc ce sera devant un curé, un rabbin, un imam, tout ce que vous voulez. Et ça n'existe pas du point de vue juridique. Ça existe dans l'ordre juridique religieux. Mais nous, l'État, si je puis dire, du point de vue du droit, en tout cas, on ignore totalement ce second mariage. Et c'est une loi très importante parce qu'elle pose un principe de primauté de la loi civile sur la loi religieuse. Le prêtre, le rabbin, l'imam qui vous marierait, alors que vous n'êtes pas déjà marié, il encourt des sanctions pénales.
Et le message que ça veut dire, que ça lance, hein, cette idée d'antériorité, de primauté, c'est que la loi civile prime sur la loi religieuse. La loi civile prime sur la loi religieuse. Les religieux ont, dans toutes les religions monothéistes en tout cas, obéissent à des règles. Ils ont des règles, ils ont des devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de leurs coreligionnaires. Ils sont soumis à un ordre juridique très complet, hein, le droit coranique, le droit issu de la Torah, enfin bon bref, ce sont des ordres juridiques très complets. Mais ces ordres juridiques, on dit qu'ils sont subordonnés, ils sont en dessous. C'est-à-dire que parfois, c'est juste superposé. Voilà, vous mariez 2 fois, bon, ça va. Quand il y a un conflit, et ça peut exister, quand il y a un conflit entre les 2 ordres juridiques, celui qui l'emporte, c'est le droit de l'État, parce que c'est le droit de nous tous. Donc ça, c'est posé dès 1810, par exemple. Et ça, c'est une règle laïque, de fond. Autre exemple de règle laïque, la loi du 14 novembre 1881 sur les cimetières. Pourquoi on parle de cimetière? Parce qu'avant cette loi de 1881, et il y a encore en Suisse des cimetières dans le même esprit, les cimetières étaient partagés par confession. Donc il y avait, et avec une porte pour chacun, hein, la porte pour les protestants allait dans l'enclos des protestants, la porte pour les catholiques allait dans l'enclos des catholiques, la porte pour les juifs allait dans l'enclos des juifs. Et cette loi très symbolique de 1881 déconfessionnise le cimetière, c'est-à-dire fait tomber tous les murs et tous les haies qui séparaient les différents enclos. Il y a un seul cimetière pour tout le monde. Donc ça, et une seule entrée pour tout le monde, avec une déconfessionnalisation des parties communes. Vous ne trouverez pas, sauf s'il est antérieur, à 1881, un cimetière où vous entrez avec une croix à l'entrée. Très vieux cimetières, vous les trouverez peut-être, mais pas les cimetières postérieurs. Donc ça aussi, vous voyez la portée laïque de cela. Ensuite, naturellement, on doit citer les lois de laïcisation de l'école publique. Alors vous avez cité la loi Ferry du 19 mars 1882, à très juste titre. Mais enfin, il y a eu 14 lois de laïcisation de l'école publique avant 1905. C'est énorme, parce qu'il a fallu arracher l'école publique à l'emprise de l'Église catholique. C'était pas rien. Et ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique. À quoi s'ajoute, naturellement, et ça a été rappelé, le soutien des mouvements d'éducation populaire. Je veux dire, la Ligue de l'enseignement, c'est une évidence, a été le fer de lance de cette laïcisation des esprits et de ce mouvement d'émancipation à l'égard de l'école catholique pour la jeunesse française. Je pourrais citer plein d'autres choses sur les lois. J'en pourrais en citer d'autres, hein, la liberté des funérailles, voilà, 1887. À partir de 1887, c'est vous qui décidez, vous et vous seul, si vous voulez des funérailles laïques, civiles on dit, ou des funérailles religieuses. Et d'ailleurs, si oui, de quel culte? C'est vous. C'est-à-dire personne d'autre. Votre famille n'a pas un mot à dire, et la communauté religieuse locale n'a pas un mot à dire non plus. Par exemple, si vous voulez, je prends cet exemple parce qu'il a été examiné au contentieux par le tribunal administratif de Grenoble, si vous souhaitez que votre enfant soit enterré, parce qu'il est mort malheureusement, dans le carré israélite du cimetière de Grenoble, le rabbin ne peut pas dire, le rabbin de Grenoble, ne peut pas dire « je trouve que cet enfant n'est pas assez juif » ou que « je trouve que cet enfant n'est pas juif ». Cet enfant n'a rien à faire dans le carré israélite du cimetière de Grenoble. Ben si, parce que c'est, pas l'enfant en l'occurrence bien sûr, mais les parents qui décident. Et de manière générale, depuis la loi de 1887, nous décidons nous-mêmes de là où nous voulons être enterrés et des types de funérailles que nous voulons avoir. Et ça aussi, c'est une perte par l'Église de son monopole sur les décisions d'inhumation, qui est un geste laïque très important. Et donc je termine ma revue de loi, j'aurais pu en parler de plein d'autres, hein, si vous avez des questions, on pourra y revenir, mais juste dire que la Constitution, c'est le plus important que la loi de 1905, parce que la Constitution, elle s'applique partout, alors que la loi de 1905, non. Vous savez bien que nous avons les territoires alsaciens-mosellans, où la loi de 1905 ne s'applique pas. On peut aussi penser à la Guyane, on peut aussi penser à la Polynésie française. Donc là, ce sont d'autres lois qui s'appliquent, mais la Constitution, elle s'applique.
et les autres lois laïques dont je viens de parler s'appliquent. Donc il ne faut pas être polarisé sur cette loi du 9 décembre 1905. Je sais que c'est son anniversaire aussi, comme la Ligue. Donc il faut évidemment rendre hommage à cette loi qui a séparé l'État des églises. Elle est très importante, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus imaginer qu'il n'y a que ça qui définit la laïcité. C'est tout un ensemble et toute une galaxie de règles et de principes, la laïcité, au-delà de la seule loi du 9 décembre 1905. La deuxième question que j'aurais à vous poser, on l'a beaucoup entendu tout à l'heure en introduction des discours de chacun et chacune, la laïcité, c'est la liberté. Concrètement, en quoi la laïcité, c'est la liberté ? Alors là, on peut citer la loi de 1905. On peut se reporter à son article 1er qui garantit deux libertés. Qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre, qui sont jumelles, mais parfois des jumeaux fratricides. Hein. Donc il y a deux libertés garanties par l'article 1er de la loi de 1905. Il y en a une qui est assurée par la République, c'est la liberté de conscience. Et il y en a l'autre qui est garantie, il y a l'autre qui est garantie par la République, qui est la liberté de culte, qu'on appelle plutôt aujourd'hui la liberté de religion. Les gens comprennent moins bien aujourd'hui liberté de culte, c'est un terme qui est devenu un peu désuet. Bon, nous, juristes, on y est attachés. On dit toujours le libre exercice du culte, les édifices cultuels, les associations cultuelles. Mais parfois, notamment quand on parle à des élèves, quand je fais des interventions dans les classes, alors le mot culte, ça ne leur dit rien du tout. Mais bon, voilà, ça, on peut rien y faire. C'est le vocabulaire qui s'érode et qui change. Mais donc, bon, c'est la liberté de religion. Alors, je dirais un mot de la première, la liberté de conscience. Parce qu'elle est fondamentale, c'est la première, hein. C'est de manière absolue. Alors que la liberté de culte, c'est relatif, c'est dans le respect de l'ordre public. Alors que la liberté de conscience, il n'y a pas de limite. Elle est assurée de manière absolue. Et la liberté de conscience, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord qu'il n'y a pas de délit d'opinion dans une démocratie comme la France. Il n'y a pas de délit d'opinion. Chacun pense ce qu'il veut. Après, il y a des limites sur la manière dont vous vous exprimez. Par exemple, j'ai le regret de le dire, on a tort de dire que le racisme est un délit. Le racisme n'est pas du tout un délit. C'est une opinion qui est sotte. Par contre, ce qui est un délit, c'est l'expression du racisme. L'expression du racisme, ça, c'est délictuel et c'est réprimé. En revanche, vos opinions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personne ne les connaît, personne ne rentre dans votre fort intérieur et les opinions sont libres. C'est un principe de base, il n'y a pas de délit d'opinion. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui on attaque beaucoup le droit de la presse, le droit de la liberté d'expression en disant oh, c'est une nouvelle police de la pensée, etc. Pas du tout, il n'y a pas de police de la pensée, chacun pense ce qu'il veut, simplement dans les limites du respect d'autrui. Pas d'injures, pas de provocation à la discrimination, pas de diffamation, mais donc des limites qui concernent les effets de vos propos, pas le contenu de ce que vous dites. Le contenu de ce que vous dites, vous en êtes seul juge. Le contenu de ce que vous pensez. Donc sur la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de cesser de croire, tout ça sans avoir peur. Sans risquer d'être inquiété, comme dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sans risquer d'être inquiété, c'est-à-dire poursuivi, menacé, brimé, sanctionné. Ça, c'est une liberté inouïe. Hein. Enfin, il faut bien comprendre que malheureusement, sur la planète, sur la surface du globe, c'est une liberté qui est très très loin d'être acquise. Chez nous, elle est acquise évidemment dans les textes. Je ne dis pas que chacun est libre. Hein. Use sa liberté de conscience. Nous sommes très nombreux à être aliénés, complètement aliénés, on le sait. Mais disons qu'au moins, les conditions juridiques de notre liberté de conscience, si nous voulons en faire usage, elles sont là pour le garantir. Nous sommes libres donc de croire, de ne pas croire, de critiquer les choix des autres, parce que ça, c'est une condition de la liberté de croire. Si, donc vous me dites, au nom de ma liberté de croire, je vous interdis de critiquer ce que je crois, ben vous allez rester ensuqué dans votre croyance indéfiniment. Si vous n'acceptez pas que je critique, que je me moque, que je vous propose autre chose, le prosélytisme par exemple, c'est bien, c'est un moteur de la liberté de croyance parce que j'essaie de vous convaincre, de changer, etc. Donc la liberté de conscience, c'est-à-dire ce qu'on croit, ce qu'on cesse de croire, ce qu'on voudrait croire, il y a toute une galaxie autour, notamment autour de la pensée critique. Qui est un moteur pour chacun d'entre nous à titre individuel, mais aussi pour notre société et sans doute pour l'humanité aussi, quoi. C'est-à-dire le progrès ne peut avoir lieu que sur la base de la dénonciation des erreurs passées. Hein. Ce qu'on croyait, bah, c'est pas vrai. Donc on change
et on avance. J'en viens, il y aurait plein d'autres choses à dire sur la liberté de conscience, hein, la protection contre le prosélytisme abusif qui est très forte en France. On est très bien protégé contre le prosélytisme abusif. Pas le prosélytisme de bonne loi, mais le prosélytisme abusif. C'est très important et malheureusement c'est d'actualité aussi ça. Puisque de plus en plus, on a un retour du religieux, hein, bon, chacun le voit, et certains religieux, dans leur enthousiasme on va dire, empiètent un peu sur la liberté et les droits d'autrui en les incitant de manière un peu ferme à rejoindre leur groupe. Et ça, il faut absolument que les pouvoirs publics mesurent l'importance de ce problème. Obliger autrui à fermer son magasin parce qu'on est en période de fête religieuse, ça c'est impossible. Hein. Et chacun sait que ça existe. Mais là, il faudrait, du côté des préfectures, que chacun se mette un peu plus en ordre de bataille pour veiller à ce que la loi soit respectée. Et donc, là, les droits de chacun. Mais j'en arrive au libre exercice des cultes, ou liberté de religion, si vous voulez. Deuxième grande liberté garantie par le régime de laïcité. Le libre exercice des cultes, la liberté de religion, c'est cette fois-ci non pas le droit de croire en un Dieu, c'est le droit de pratiquer votre religion avec vos co-religionnaires. C'est une activité collective, hein, la religion. Donc de former des associations, d'avoir des lieux de culte, de vous réunir ensemble, de manière paisible, ordonnée, sans qu'on vous mette, excusez-moi, mais des bâtons dans les roues. Et ça, on le voit, par exemple, quand des personnes déposent des demandes de permis de construire pour l'édification d'un lieu de culte, et tout d'un coup, le maire découvre toute une série d'impossibilités, refuse le permis de construire une fois, 2 fois, 3 fois. Après, quand il doit délivrer le permis d'ouverture, parce que vous savez, c'est un établissement recevant du public, donc il y a énormément de conditions, tout d'un coup, c'est jamais aux normes. Il manque le truc pour que les fumées s'échappent, il manque l'accès handicapé, etc., etc. Nous le savons tous que certains maires ne sont pas très allants pour respecter la liberté de culte de leurs administrés. Mais ça, c'est contraire à la loi. Et le juge administratif, quand il est saisi, il annule les décisions du maire. Exemple, à Montreuil, le maire s'est opposé à l'ouverture d'une sorte d'édifice géant construit par les scientologues. Ah ben, il peut pas, il n'a pas le droit, il n'a pas à se mêler de dire que la scientologie c'est pas bien, c'est une secte, c'est abrutissant, etc. Ça ne le regarde pas. C'est légal, c'est une activité parfaitement légale. Si des scientologues déposent un permis de construire pour un lieu de culte et que les conditions sont remplies, le permis de construire doit être délivré. Je prends les scientologues, il y a 30 ans, on aurait pris les groupements musulmans et les mosquées. Mais ça s'est beaucoup tassé. Alors je dis pas partout, hein, mais ça s'est quand même beaucoup tassé, les refus d'ouverture de lieux de culte musulmans. Grosso modo, je dirais pas partout, hein, mais grosso modo, les maires, au contraire, aident plutôt à la construction d'édifices cultuels musulmans. Bref, la construction d'édifices, l'accomplissement des rites, l'accès à des nourritures rituelles pour les religions où il y a des conditions sur l'abattage des animaux. Donc dans le cas français, c'est essentiellement les juifs, les musulmans. En France, il n'y a pas de problème pour l'abattage rituel. Alors vous, je pense que vous trouvez ça tout à fait normal. Je vous signale que la Flandre vient de l'interdire. Je vous signale que c'est interdit en Pologne, je vous signale que c'est interdit en Suisse, je vous signale que c'est interdit au Danemark. Je vous signale que dans plein de pays européens, nous allons bientôt être les derniers à autoriser l'abattage rituel pour les juifs et pour les musulmans. Alors, on trouve ça normal et c'est bien. Moi, c'est bien parce que ça prouve qu'on a tous intégré que la France est un pays où le culte se pratique librement, dans le respect de l'ordre public. Si le culte suppose de pratiquer des sacrifices humains comme le culte aztèque, c'est sûr que ça ne va pas être possible. Il faut que les prescriptions de ce culte soient conformes à l'ordre public. Mais si c'est le cas, chacun pratique très bien son culte en France. Hein. Les comparaisons internationales le montrent clairement. Donc voilà, sur ces 2 libertés, ce que je pouvais dire, éventuellement on pourrait en reparler s'il y a des questions, plus de détails ou des remarques ou des oppositions à ce que je viens de dire. Tout à fait. Merci à vous. Laïcité, liberté, et maintenant laïcité et égalité. En quoi la laïcité engage-t-elle l'État à un traitement égal des droits à chaque citoyen ?
Alors, donc ça, on peut aussi remonter à la Constitution, hein, pour le coup, puisque donc la Constitution, je vous rappelle, l'article 1er, la France est une république laïque, point. J'ai coupé d'autres adjectifs, point. Elle garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. Sans distinction de religion, donc c'est l'égalité par l'indifférenciation. L'État ne sait pas ce que vous êtes ou n'êtes pas. Il n'y a pas de liste des cultes, connus, inconnus. C'est sur votre état civil, sur votre acte de naissance, il n'y a rien. Sur votre pièce d'identité, il n'y a rien. Dans le recensement, il n'y a rien. Sur votre fiche de paye, il n'y a rien. Personne ne sait ce que vous êtes si vous appartenez, le cas échéant, à un mouvement cultuel. Ça ne regarde que vous. Donc déjà, ça a l'air idiot, mais c'est une garantie, c'est le secret. Le secret, c'est une assez bonne garantie. Vous savez très bien, et ça, tous les Français le savent, personne n'a le droit de vous demander, votre employeur, l'administration, un commerçant, n'a le droit de vous demander, au fait, vous êtes de quelle religion? Mais personne. Et ça, alors ça aussi, ça semble naturel pour les Français. Il se trouve que moi, j'enseigne à moitié en Allemagne, enfin à mi-temps en Allemagne. Et par contre, en Allemagne, les étudiants, ils me déclinent spontanément ils m'annoncent leur religion sur les fiches de renseignement. Parce que en Allemagne, c'est sur les fiches de paye, ça fait partie d'un élément d'état civil qui est tout à fait reconnu. Et donc, comme les étudiants français ils vont faire leur stage, ils ont un stage obligatoire à Düsseldorf, l'employeur leur demande « Et vous êtes de quelle religion ?» Et alors, c'est marrant parce que c'est systématiquement la même chose. Les Français se braquent, ils se bloquent, ils ne répondent pas. Et après, ils viennent me voir en disant « Madame, on m'a demandé ma religion. » Je dis « Bah ouais, vous êtes en Allemagne, les amis. Hein. » Mais n'empêche qu'ils ne veulent pas le dire, ils ne le disent pas. Hein. Et ça, c'est bien, parce que c'est une manière de se protéger aussi. Parce que si on veut vous discriminer comme scientologue, par exemple, il faut d'abord qu'on sache que vous êtes scientologue. Et en fait, personne ne le sait. Hein. Donc, cette idée de l'égalité par l'indifférenciation, c'est très important. Et c'est doublé dans la période contemporaine, mais au plan pénal, mais plus ancien en droit administratif, par un droit à ne pas être discriminé à raison de la religion. La discrimination sur le fondement de la religion, c'est un délit en France qui expose à des sanctions assez lourdes qui peuvent aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Le commerçant qui dirait « Moi, mon restaurant, c'est un restaurant laïque, je ne sers pas les filles voilées », ben c'est le juge pénal direct. Mais direct. Avec, en cas de récidive, une sanction d'emprisonnement. Donc voilà, c'est interdit de discriminer sur le fondement de la religion. En droit administratif, pour nous, c'est beaucoup plus ancien. Il faut bien le dire que les catholiques, dans les années 1880 et même au-delà, n'étaient pas en odeur de sainteté, si je puis dire, de côté de l'administration. Et puisque l'éducation nationale est représentée, on peut quand même se le dire, les personnes catholiques, on n'acceptait pas de les inscrire au concours d'instituteurs, on n'acceptait pas de les inscrire au concours d'agrégation, parce qu'on se disait on ne va quand même pas confier des élèves à des gens qui vont à la messe. Qu'est-ce qu'ils vont leur mettre dans la tête? Donc, effectivement, le Conseil d'État est intervenu très tôt pour dire non, on ne peut pas faire un procès d'intention à un catholique. Un catholique peut très bien se comporter correctement dans ses fonctions et respecter son devoir de neutralité à l'égard des élèves, ne jamais faire état de sa religion. Et donc, c'est pas parce qu'il est catholique dans sa vie privée, en dehors de ses fonctions, qu'on va lui refuser l'accès à des concours, alors dans l'éducation nationale, mais dans d'autres sphères. Hein, le judiciaire a été épuré, le Conseil d'État a été épuré, l'armée a été épurée. Il y avait le scandale des fiches en 1904, a précipité l'adoption de la loi de 1905, parce que le scandale des fiches, c'est les hauts gradés de l'armée française. Il y avait une fiche sur ceux qui étaient soupçonnés d'être catholiques. En effet, alors est-ce qu'il s'est marié à l'église? Est-ce qu'il a fait baptiser ses enfants? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et le gars était mis sous surveillance, on va dire. Et quand ce scandale des fiches a éclaté, ça a précipité la chute du petit père Combes dont nous parlions tout à l'heure. Donc ça a précipité la chute de son gouvernement, car les motions de censure, ça existe, ça a toujours existé. Et à l'époque, donc, les gouvernements pouvaient tomber lorsque la Chambre des députés manifestait son opposition et sa défiance. Donc voilà, sur l'égalité, on a donc cette double voie, hein, l'indifférenciation, le secret, et de l'autre, la répression, hein, c'est-à-dire le juge qui intervient pour sanctionner un comportement discriminatoire qu'il émane de l'administration ou d'un commerçant, par exemple. Merci à vous. Laïcité, liberté.
laïcité, égalité, et maintenant laïcité et fraternité. En quoi la laïcité est-elle un inhibiteur ou un catalyseur de la fraternité ? Alors ça, c'est plus dur comme question. C'est plus dur comme question parce que autant liberté, égalité, on est très en droit, on est très carré, on a toute une série de textes qui nous définissent le contenu de l'égalité et de la liberté. Autant sur la fraternité, on est plus en terrain inconnu, quoi. C'est plus un idéal énoncé dans la devise de la République. Et il y a moins d'applications techniques, si je puis dire, juridiques. La grande application qu'on a récemment, c'est en matière d'aide à des personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Ça a été consacré par le Conseil constitutionnel, relayé par le Conseil d'État. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le délit de solidarité, je ne sais pas si vous vous souvenez, le délit de solidarité, c'est vous êtes soit français, soit étranger en situation régulière, et vous aidez une personne qui, elle, est en situation irrégulière. Et ça, vous vous exposiez à des sanctions, sauf bien sûr si c'était votre conjoint ou votre époux, enfin votre frère, sœur, etc. Là, il y avait des exemptions. Mais si c'était quelqu'un que vous aidiez dans un cadre militant, par exemple, vous l'aidez simplement à recharger son portable, vous l'aidez à trouver un logement, etc. Vous vous exposiez à des sanctions. C'était le délit de solidarité. Et ça, le Conseil constitutionnel a dit, ce délit-là, il heurte le principe de fraternité, entendu comme le droit de chacun d'aider son prochain, d'aider l'autre qui est son frère. Même si c'est un étranger, qu'il n'a pas de papier, c'est son frère. Donc, le principe de fraternité, il a eu une application à ce jour, où je vous parle, uniquement sur ce terrain de l'aide aux étrangers en situation irrégulière, au sens où vous pouvez l'activer devant un juge. On a essayé de le faire un peu, vous savez, pour les arrêtés anti-mendicité. Il y a eu quelques contentieux, les gens qui disaient, si on interdit aux clochards de faire la manche, comment je vais user, moi, de mon droit de les aider ? Et le juge administratif a dit, bon, faut pas charrier avec la fraternité, il a écarté, ça n'a pas marché. Donc à ce jour, on n'a que sur ce terrain-là. Mais sinon, sur un terrain plus méta-juridique, disons, oui, bien sûr, la laïcité est au service de la fraternité, au sens où la laïcité nous aide à vivre ensemble sans se ressembler. C'est sans se ressembler. C'est facile quand on se ressemble de vivre ensemble. Je veux dire, a priori, en tout cas, on se comprend vite, on se comprend du premier coup. On est entre soi, quoi. La fraternité, la laïcité, pardon, au contraire, elle repose sur cette idée que même si on est différent, même très différent, et même si en fait on est assez hostiles les uns aux autres. Je veux dire, la laïcité, à la fin de la France de la fin du 19e siècle, il y avait une très forte hostilité entre les catholiques et les républicains, c'est pas la peine de le nier. Donc même si on est hostiles les uns aux autres sur le terrain politique, sur le terrain des valeurs, sur plein de terrains, on doit reconnaître une forme de fraternité entre nous qui est la fraternité civique, la concitoyenneté. Nous sommes concitoyens sans être co-religionnaires. Il n'y a pas besoin d'être co-religionnaire pour être concitoyen. Et ça, c'est le message fondamental de la fraternité, de la laïcité, excusez-moi, mais ils sont peut-être synonymes d'une certaine façon. C'est le message fondamental. On est tous français sans distinction de religion, donc à cet égard, il y a cette fraternité civique. Et on peut trouver une trace, alors vous allez être un peu étonnés de la source, mais vous connaissez tous le contrat d'engagement républicain, qui est pas... Non, mais bon, ok. On peut aller vite, peut-être. Je sais que là, au milieu d'associatifs, je ne m'expose pas à des applaudissements fournis en parlant du contrat d'engagement républicain. Mais enfin, il y a quand même une chose de bien dans le contrat d'engagement républicain, c'est le point numéro 5, l'engagement numéro 5. C'est bien au sens où c'est parlant. Si vous ne le connaissez pas par cœur, le contrat d'engagement républicain, le préfet ne sera pas très content, mais vous devriez le connaître par cœur. L'engagement numéro 5, l'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Donc il y a ce lien entre la fraternité et le civisme, et on débouche sur l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence, à rejeter toute forme de racisme et d'antisémitisme. Donc on voit bien le lien avec le refus de la discrimination, dont je parlais tout à l'heure. Donc avec une forme d'égalité essentielle. La fraternité, c'est l'autre très différent de moi, à tous égards. Je le respecte. C'est la définition minimale de la fraternité, c'est le respect d'autrui, indépendamment de ses différences éventuelles. Reconnaître une égalité foncière. Et d'ailleurs, alors puisqu'on parlait de l'école de la Troisième République, j'avais fait une conférence à Besançon sur ce thème, école publique et fraternité. J'avais dépouillé
tous les manuels d'instruction civique de la fin du 19e siècle. Et la fraternité est très présente dans les leçons d'instruction civique, les leçons de morale, avec toujours en filigrane donc cette idée, les enfants doivent apprendre à s'aimer les uns les autres. On utilisait à l'époque le mot s'aimer. On parle plus tellement d'amour maintenant à l'école, même si bien sûr l'amour est présent à l'école, on le sait tous, mais on parle pas vraiment d'amour. Mais à l'époque, on osait. Les élèves doivent apprendre à s'aimer les uns les autres. Alors il y a des discours d'inspecteurs. Vous n'êtes pas bons, mes chers petits. Ils disent, oui, vous attaquez le gosse qui est rouquin, vous attaquez celui qui parle pas bien, vous êtes méchants les uns avec les autres. Bien sûr que les enfants sont méchants les uns avec les autres, on le sait tous. On n'a pas attendu de parler de harcèlement scolaire pour être au courant des teignes. Mais justement, donc l'école est là pour leur apprendre à surmonter cette agressivité foncière qu'on a quand on est gosse, quoi, à l'égard de celui qui n'est pas le même. Parce que quand on est enfant, on est très conformiste. Donc celui qui n'est pas comme les autres, on a envie de le mettre de côté, de le rejeter pour manifester que nous, on est du bon côté de la barrière, quoi. Et pas lui. C'est le ressort élémentaire du harcèlement, évidemment. Et donc l'école faisait un travail énorme pour que les élèves apprennent à s'aimer. Et surtout, même si son existence nous agace, l'autre, il est souvent agaçant l'autre, hein, évidemment. Si son existence nous agace, on doit respecter ses droits et son droit à exister. Et on va dire que c'est quand même le minimum de la fraternité, quoi. Quand si vous aviez un frère et que vous battiez tout le temps avec lui quand vous étiez petit, c'est au minimum ce que vous disiez vos parents. À savoir, respecte le droit qu'il a de rentrer dans ta chambre, de faire ceci, de faire cela, quoi. Les frères peuvent ne pas être amis, ça existe, mais au moins ils doivent un respect mutuel. Ils ne doivent jamais chercher à se détruire, surtout. Donc c'est au sens minimal de la fraternité, il est là quand même. On a parlé de différents espaces depuis tout à l'heure, en passant de l'école à la société, où la laïcité s'applique de manière différente, parce que les règles sont différentes suivant les espaces. Et aujourd'hui, même si c'est pas nouveau, il y a un effet d'étau, j'ai envie de dire, entre à la fois d'un côté la volonté du religieux qui pousse dans la société et à la fois une volonté de neutralisation de la société, que tout le monde soit les mêmes et que les règles, par exemple, qui s'appliquent à l'école, s'appliquent également à la société de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez remettre, je ne vais pas dire l'église au centre du village, mais peut-être l'école au centre du village? Chacun pensera ce qu'il veut là-dessus. Et de donner votre avis là-dessus, et puis peut-être aussi nous donner votre avis sur quel pourrait être l'enjeu pour nous, mouvement laïque et association laïque, à défendre ces idées. Okay. Donc c'est la dernière question qui n'est pas la plus facile, parce que d'abord, on tend à exagérer un peu cette idée d'extension de la règle de laïcité en dehors de la sphère publique. C'est un peu exagéré par certains militants qui vous disent il y a une sorte de volonté d'imposer à tous un respect des règles de neutralité. Quand on regarde l'état réel du droit, c'est pas si vrai. Exemple, en 2016, la loi a autorisé les entreprises à inscrire dans leur règlement intérieur une clause de neutralité. Donc ça veut dire que dans une entreprise, presque comme dans une administration, presque, parce qu'il y a quand même, c'est beaucoup plus cool que dans l'administration. L'administration, évidemment, il n'y a aucune possibilité pour un agent d'exprimer ses éventuelles convictions religieuses. Dans l'entreprise, donc au terme de la loi El Khomri de 2016, il est possible d'introduire cette règle de neutralité. Mais combien d'entreprises, on est en 2024 là, hein, donc ça fait 8 ans, combien d'entreprises ont effectivement adopté ces clauses de neutralité? Bah, très peu. Très peu. La loi offre une faculté, mais les entreprises ne s'en sont pas saisies. Donc là, par exemple, il faut nuancer en regardant ce qui se passe en vrai. Parce que c'est quand même assez typiquement un texte d'affichage, ça, hein, la loi El Khomri. D'autres exemples d'expansion de la règle de neutralité, alors, parce qu'on parlait du contrat d'engagement républicain, par exemple, le contrat d'engagement républicain n'impose en aucun cas la neutralité aux salariés des associations ou aux adhérents des associations. Ce qui peut imposer une règle de neutralité, c'est quand l'association se voit confier l'exercice d'une mission de service public. Si vous avez l'exercice d'une mission de service public, par exemple, vous intervenez dans le périscolaire,
Nécessairement, c'est une mission de service public. Vous devez respecter les règles du service public, au nombre desquelles figure la neutralité. De même, si vous conduisez un bus, transport urbain, que le bus, donc cette compagnie purement privée, a une délégation de service public par la collectivité, eh bien, vous êtes comme un fonctionnaire, mutatis mutandis. Enfin, en tout cas, vous avez des obligations de neutralité. Mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Il ne faut pas confondre le discours et l'évolution du droit. Dans le discours, c'est vrai qu'on entend beaucoup des propositions qui reviennent en boucle. Marine Le Pen, mais alors je ne sais plus où elle en est. Mais en tout cas, plus nombreuses reprises, elle a dit il faut interdire le voile dans l'espace public, c'est-à-dire la rue. Donc ça, c'est sûr que ça crée une sorte, c'est anxiogène. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça? Comment c'est possible? Mais évidemment, ça débouche sur rien. Il faut comprendre que c'est une espèce de petite musique de fond, là, qui est déplaisante, qui est anxiogène, mais qui ne débouche pas sur de vraies règles. Et c'est pour ça que là, de temps en temps, il est quand même utile de se tourner vers un juriste qui va alors remettre les pendules à l'heure, à savoir que cette expansion de la règle de neutralité, on n'en trouve pas trace en dehors de ce que je viens de vous dire. Là, la loi El Khomri en 2016, et puis la réaffirmation pour les personnes privées titulaires, exerçant une mission de service public. Sinon, tout le reste, ça fait pchit. Sur les mères accompagnatrices de sortie scolaire, pchit. Sur l'interdiction du voile à l'université, zéro. Chaque fois, donc, on met sur la table un désir de refouler l'expression religieuse dans la société. Ça ne marche pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre le discours et la réalité du discours, et la réalité du droit. Maintenant, vous, dans le monde associatif, ça se pose de manière très particulière, parce qu'une association, elle poursuit un idéal, elle est fondée sur des convictions. Vous, la Ligue, vous n'avez pas la même philosophie exactement que les Francas, qui n'ont pas exactement la même philosophie que d'autres mouvements d'éducation populaire. Et donc, de ce point de vue-là, il est normal aussi de cultiver une certaine identité et un certain rapport à la laïcité. Les scouts d'Europe ne sont pas les scouts laïcs, qui ne sont pas les scouts israélites, qui ne sont pas les scouts musulmans de France, et compagnie, je ne fais pas de dessin, pour rester juste dans le mouvement d'éducation populaire. Et donc, quand une association veuille promouvoir la laïcité à titre d'idéal, et on prend l'exemple, c'est pas fictif, c'est Babilou, c'est la crèche Babilou. La crèche Babilou, c'est une association hyper militante. Ouvrir une crèche 24 heures sur 24 à Chanteloup-les-Vignes, donc un quartier pauvre, très populaire, pour que les femmes puissent travailler avec des horaires complètement déments qu'elles peuvent avoir, à rallonge, pour qu'elles puissent travailler sereinement, la crèche ouverte 24 heures sur 24, etc. La femme qui a ouvert cette crèche, c'est une militante. C'est une réfugiée politique chilienne, c'est une militante de la laïcité qui a une idée. Alors on peut ne pas partager cette idée de la laïcité. D'ailleurs, ce n'est pas l'idée de l'État, ce n'est pas la laïcité publique, c'est sa laïcité à elle. Son idée de la laïcité, elle, c'est la religion, c'est pas bon pour les gosses. Point. Est-ce qu'on a le droit d'avoir cette idée? Oui. Les convictions sont libres. Donc son idée, c'est la religion, c'est mauvais, non seulement pour les enfants, mais aussi pour le collectif de femmes que je voudrais sortir de la précarité, sortir de leur isolement, leur apprendre un métier, etc. C'était son idéal, c'est pourquoi elle se battait. Et à ce titre, elle a décidé que dans la crèche, les salariés n'auraient pas le droit de porter des signes religieux ostensibles. Voilà, mais parce que c'est une assoce. Et la libre pensée, par exemple, si un jour elle a un de ses salariés qui arrive avec une kippa, elle va peut-être tiquer. Ou pas. Mais je pense qu'il est normal, quand on est une entreprise fondée sur, entreprise au sens large, parce qu'on appelle ça entreprise de tendance, mais donc une association, qui promeut des idéaux, d'imposer à ses salariés ou à ses adhérents un comportement conforme à ces idéaux. Si vous êtes une association de non-fumeurs, franchement, vous n'allez pas tolérer qu'un type fume sans arrêt dans vos locaux. C'est absurde, comme salarié ou comme adhérent. Donc voilà, il n'y a pas de rapport avec la laïcité, mais c'est pour dire que cette histoire de neutralité, c'est à double tranchant. C'est tantôt une règle posée par l'État, tantôt aussi un idéal que des gens peuvent nourrir à titre personnel ou pas. Vous savez, par exemple, le Resto du Cœur. Le Resto du Cœur, ils ont imposé ça. Les salariés et les bénévoles ne peuvent pas porter de signes religieux. On peut ne pas être d'accord. C'est leur idée, c'est leur conception de la solidarité indifférenciée.
la bénévole qui vous sert les denrées alimentaires ne doit rien manifester de sa religion. Voilà, c'est le choix des Restos du Cœur. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, par contre, c'est de refuser les denrées alimentaires à des personnes qui porteraient un voile, etc. Là, ça, c'est hors de question. Ça, c'est de la discrimination, c'est réprimé. Mais en leur sein, les associations se fixent les règles qui sont conformes à leurs idéaux. Et ça peut être la neutralité. Dernière question, avant de peut-être passer un échange avec la salle. On entend aussi de temps en temps des citoyens se revendiquer comme laïcs. Est-ce que ça a un sens ? Oui, alors ça a un sens parce que y a la laïcité comme règle et principe constitutionnel, c'est une chose. La laïcité comme idéal, comme combat, c'en est une autre. Par exemple, je peux vous donner un autre article de la Constitution. Le français, la langue de la République est le français. Ok, ça c'est la norme constitutionnelle. Mais est-ce que vous allez me dire que le français n'est que la langue de la République ? Non. C'est aussi la langue de la poésie, c'est aussi la langue de la musique, c'est aussi la langue de plein de choses, le français. Donc il faut quand même admettre que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Donc il y a le français comme langue officielle, c'est une chose, consacrée par la Constitution, et le français comme langue que chacun utilise à sa façon, par exemple. Et la laïcité, c'est pareil. Il y a la laïcité comme principe constitutionnel et juridique, que là, ça ne se discute pas, c'est à nous tous, on doit respecter, c'est la loi, etc. Et puis la laïcité dont chacun d'entre nous a son idée. Et pourquoi pas ? Il y a beaucoup d'idées. Si vous prenez... je reparle de Marine Le Pen, elle a son idée de la laïcité. C'est la laïcité qu'on appelle saucisson pinard, hein, c'est-à-dire identitaire. Ok. Sa nièce... Sa propre nièce a une conception de la laïcité qui est complètement autre parce que sa propre nièce, elle flirte avec le catholicisme radical. Donc elle a une conception de la laïcité qui est qui est tout à fait différente. Et si vous demandez, je pense à l'administrateur de la Ligue de l'enseignement, il a encore une autre conception de la laïcité, j'imagine. Hein, enfin, je suis sûre. Donc chacun sa conception de la laïcité, c'est comme ça qu'on évolue, c'est en échangeant des idées et des conceptions. Donc ça, c'est la sphère du débat public. Par contre, la sphère du droit, là on regarde, on se documente, on ouvre un bouquin de droit et on parle de la même chose, quoi. Merci à vous pour ces explications. On en vient à un temps d'échange, peut-être. C'est l'occasion pour vous de poser des questions, revenir peut-être sur des choses qui n'auraient pas été claires ou des demandes pour approfondir certains sujets. La parole est libre et la parole circule. Par contre, effectivement, j'aurais plutôt une question justement liée au contrat d'engagement républicain, parce qu'effectivement, c'est toute la difficulté. C'est d'ailleurs pourquoi cet instrument juridique est si critiqué. C'est effectivement la question du contrôle juridictionnel et de toute la difficulté que peut créer cette situation, parce que c'est un contrôle a posteriori, à travers les recours, et non a priori. Et c'est toute la difficulté que crée cet outil, et toute la peur aussi, notamment en termes de la responsabilité aussi, des fois personnelle, des présidents d'associations qui le signent. Voilà, simplement justement revenir sur l'idéal de fraternité, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de difficultés, et des fois, la capacité qui peut entraver le principe justement de fraternité. Bon, je ne vais pas polémiquer ou citer des noms, parce que je pense que ce serait pas constructif dans ce cadre-ci. Mais bon, voilà, par exemple, je pourrais citer une association de Lamel qui, effectivement, qui accompagne des gens pour leur droit au logement. Le fait est que il y a eu un jour une expulsion d'une famille rom dans le territoire de la métropole européenne de Lille. Il y a eu apparemment un agent de la métropole européenne de Lille qui n'aurait pas été très bien accueilli, sans forcément expliquer le contenu de la dispute avec un représentant d'une association qui accompagnait justement cette famille rom, et résultat, peu de subventions. Et donc effectivement, après, chacun peut juger de la démarche de l'association en tant que telle. Chacun est libre, comme vous l'avez si bien exprimé, de penser ce qu'on veut. Le fait est que la décision qui a été prise à ce près par Lamel a justement été quelque part, en fait, ils ont plus ou moins été accusés quelque part de vouloir réfréner l'expression de la fraternité, justement en mettant une association déjà en détresse financière, et puis aussi en l'obligeant à devoir faire une démarche juridique qui peut parfois être longue pour justement récupérer les moyens dont elle a besoin pour continuer à exister, continuer à accompagner son public. Mais effectivement, peut-être si
il y a eu des affaires justement où les juges administratifs ont pu prendre position. Est-ce qu'il y a eu des décisions de jurisprudence peut-être qui permettraient justement de donner plus d'informations aux responsables associatifs ici présents et puis qui permettent de comprendre un peu plus la portée du contrat d'engagement républicain et puis aussi les garanties peut-être éventuelles qui peuvent exister autour de ce dispositif. C'est sûr que le contrat d'engagement républicain, ça a beaucoup inquiété les associations, parce que comme vous venez de le dire, les termes de cet engagement sont libellés de manière assez floue, ouvrant la marge à l'appréciation du préfet. Le cas que vous donnez quand même, s'il y a violence, s'il y a atteinte aux biens ou s'il y a atteinte aux personnes, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par la manière dont l'agent de la commune a été accueilli, mais s'il a été accueilli à coups de baffe, c'est... Ah bon, d'accord. Le contrat d'engagement républicain, c'est clairement un outil pour contrôler les associations. Alors, contrôler les associations qui portent atteinte à l'ordre public, on peut s'en féliciter. Contrôler les associations qui portent atteinte à diverses valeurs, c'est déjà beaucoup plus tangent. Alors, comme exemple, ce que je peux vous donner, c'est, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ça permet aux autorités, au pouvoir public de contrôler les associations, mais ça permet aussi des guérillas entre associations. Entre associations. Il y a un jugement du tribunal administratif de Rennes, c'est une association d'extrême droite catholique qui attaque le refus de retirer la subvention à une association LGBT. En disant cette association LGBT a contrevenu au l'engagement républicain, au contrat d'engagement républicain. Donc vous voyez, comme tout un chacun peut attaquer une subvention, hein, comme il suffit d'être contribuable municipal. Donc tout un chacun peut attaquer l'attribution d'une subvention. Maintenant que vous avez votre contrat d'engagement républicain sous les yeux, vous regardez ce que la municipalité a voté comme subvention. Il y en a une que vous avez dans le collimateur d'association, hop, vous attaquez. Et ça, c'était prévisible. Et ça commence. Alors ça, je ferme la parenthèse sur les associations qui commencent à se serrer dans les pattes et à encombrer le prétoire du juge administratif avec ça. Mais c'est dissuasif aussi pour les communes parce qu'elles se disent, bon, je ne vais pas ouvrir un contentieux. Cette association-là, LGBT, bon, ce qu'elle fait, c'est bien, mais je n'ai pas spécialement envie d'avoir une association catholique qui m'attaque au tribunal. Mais c'est un effet dissuasif, cette fois-ci, pour les pouvoirs publics, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je peux vous donner un exemple de retrait qui n'a pas du tout été médiatisé par le mouvement associatif, qui est le retrait qui concerne une association qui s'appelle Les Plus Petits. Les Plus Petits, le Conseil général des Yvelines a retiré de l'ordre de 2 millions d'euros de subventions annuelles. Le Conseil des Bouches-du-Rhône a fait de même. Cette association était une association qui accueillait vraiment des tout petits enfants atteints de maladies mentales, donc essentiellement des trisomiques. Et c'était une association entièrement pilotée par la fondation Jérôme Lejeune. Donc Jérôme Lejeune, c'est une association d'extrême, radicale catholique. Alors le problème, c'est pas qu'il soit catholique, hein. Le problème, c'est qu'il faisait de la propagande contre l'avortement et qu'il y avait des statuts de saints dans les lieux, qu'il y avait divers appels anti-républicains, quoi, hein. Et donc les collectivités qui sont pas tenues par LFI, hein, le Conseil général des Yvelines, n'empêche qu'ils ont retiré la subvention pour manquement au contrat d'engagement républicain. Après, vous avez des collectivités qui font n'importe quoi. Chalon-sur-Saône, qui a retiré la subvention au planning familial parce que le planning familial organisé pour la journée des droits des femmes en mars, un événement, donc il y avait le stand classique, quoi, du planning familial, pour faire ce que fait le planning familial, expliquer, présenter les moyens de contraception, d'avortement, etc. Et pour l'affiche, ils avaient fait un logo, ils avaient fait une affiche, quoi. Comme vous avez voilà, vous avez une femme voilée sur votre affiche. Eh bien, c'est ce qu'avait fait le planning familial à Chalon-sur-Saône, avec donc une femme voilée, sauf qu'il y avait moins de femmes, il y avait 5 femmes seulement, dont une voilée. Il s'agissait de montrer la diversité des femmes. Donc il y avait une plus jeune, une plus vieille, une voilée, une avec beaucoup de cheveux, une noire, une blanche, vous voyez le genre. Comme vous, en fait, c'est à peu près, avec moins de femmes. Eh bien, le maire de Chalon-sur-Saône, ni une ni deux, il a dit manquement au contrat d'engagement républicain, promotion de l'extrémisme religieux, retrait de la subvention. Ah non, mais
fou. Mais alors, la directrice du planning républicain à Chalon-sur-Saône, je l'ai eu au téléphone, une femme qui ne connaît absolument rien au droit, rien. Ben, n'empêche qu'elle est allée toute seule vers le théâtre de Dijon. Elle a trouvé le chemin sans difficulté. Elle a déposé un référé. Le tribunal administratif de Dijon a immédiatement suspendu la décision du maire et ordonné que le planning familial vienne sur la place principale. Le maire, qui en plus dirige la commission laïcité de LR, des maires de France, de l'AMF, l'association des maires de France, il est LR. Non mais c'est grave quand vous pensez ça. Eh bien donc lui il fait appel devant le Conseil d'État et le Conseil d'État dit enfin évidemment quel est ce délire, et il ordonne au maire de rétablir en l'occurrence l'occupation temporaire, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour que le planning familial puisse avoir son stand. Mais c'est donc pour vous dire qu'en effet le contrat d'engagement républicain autorise toutes les interprétations délirantes, et la pire qu'on ait eue à ce jour c'est vraiment celle du maire de Chalon-sur-Saône, monsieur Platret. Je voulais vous demander, la responsable de la crèche, la réfugiée chilienne, elle a gagné ou elle a perdu Écoutez, il y a eu 5 procès, 5 cours de cassation, etc. Ça a pris presque 8 ans. Quand vous avez un tel parcours judiciaire, vous n'avez jamais vraiment gagné. Elle est sortie de là lessivée, Natalia Baleato, lessivée. C'était pas du tout une juriste, cette femme, c'était une militante. Donc elle a eu conseil de prud'homme, cour d'appel, chambre sociale, recours d'appel, assemblée plénière de la Cour de cassation. Un truc de fou. Avec une pression médiatique énorme, énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Elisabeth Badinter venant à son soutien, d'autres venant au soutien de Madame Afif, la dame qui avait été licenciée. C'est allé jusqu'à l'ONU après, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Qui a condamné la France. Donc, énorme comme système. Donc, personne ne peut dire qu'elle a gagné, au sens psychologique. Elle a été détruite. Mais sur le principe, le licenciement a été déclaré licite. Donc, elle a gagné. Et pour revenir à la méchanceté, il n'y a pas que le racisme comme méchanceté. Il y a plein d'autres formes de méchanceté. Et par exemple, les enfants face à un gosse qui bégaye ou qui boite ou qui louche, franchement, ils n'attendent pas d'avoir 5 ans pour être méchants. La différence, quelle qu'elle soit, quoi. Me semble-t-il. Je ne suis pas péricultrice, je n'ai pas de connaissances directes. Sur la question de monsieur, peut-être, je vous renvoie au livre que j'ai cité tout à l'heure sur les territoires disputés de la laïcité et les 44 questions, ce qui me semble que c'est une des questions que vous avez sur la crèche de Bébili. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on était en 2018. Ça c'est close, toute cette affaire est close en 2013. Mais ça a occupé la scène pendant 8 ans, et c'est très rare que des questions de droit du travail passionnent les foules. Ben alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça passionnait les foules, oui, littéralement. Bon, il faut dire, le ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque Manuel Valls, s'est beaucoup mêlé de ça. Ça a été politisé. C'est vraiment 2 femmes qui n'avaient pas besoin de ça, quoi. Elles étaient amies en plus au début, donc ça a été vraiment très douloureux de part et d'autre. J'ai une petite question, je vais utiliser le voix, ça va passer. J'avais juste une petite question par rapport aux signes religieux à l'école. Juste, je pense connaître la réponse, mais juste avoir la précision juridique par rapport à ça qui fait que à l'université ça peut se faire, qu'à l'école ou au lycée ça ne peut pas se faire. Ouais. Donc ça c'est la question du champ d'application de la loi du 15 mars 2004. La loi du 15 mars 2004, c'est une loi qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Manifester ostensiblement une appartenance religieuse, c'est vraiment quand vous la montrez. Donc, à contrario, naturellement, la manifestation discrète d'une appartenance religieuse est possible dans tous les établissements, nous le savons bien. En revanche, au lycée, cette loi ne s'applique, à l'université, la loi du 15 mars 2004 ne s'applique pas. Donc, il y a une liberté d'expression des convictions religieuses, y compris sur le plan vestimentaire, dans les limites classiques. Ne pas troubler le bon déroulement des enseignements, ne pas troubler l'ordre public, ne pas se livrer à du prosélytisme, etc. etc. Par exemple, l'étudiant qui fait sonner son téléphone en plein TD avec l'appel à la prière, ça ne va pas. Mais ce serait, Johnny Hallyday, ce serait pareil en même temps. On ne fait pas sonner son téléphone pendant le TD. Mais les étudiants qui organisent des prières collectives à l'université, ça ne va pas non plus. Mais vous voyez, c'est juste que la liberté d'expression à l'université est plus large que dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Parce que la loi du 15 mars 2004 ne s'applique pas. Est-ce que vous pouvez reclarifier le pourquoi il y a un cadre particulier à l'école ?
Et quel est le sens pour la République de positionner ce cadre particulier à l'école? Parce que l'école, et ça a été beaucoup dit, ce mot émancipation a été beaucoup prononcé, puisque vous l'avez en partage, vous, dans l'éducation populaire. L'école, elle a une mission d'émancipation des esprits, des jeunes. C'est-à-dire qu'elle les prend là où ils sont, c'est vrai. Ils sont pris dans des réseaux d'allégeance, de fidélité, d'amour, vous avez de leur famille, de leur quartier. Ils ne sont pas libres, les enfants, parce qu'ils sont trop petits. Leur esprit critique n'est pas formé. Ils croient ce que dit leur père, ce que dit leur mère, ce que racontent les copains. Donc l'idée, c'est qu'on va à l'école pour grandir, pour s'instruire, mais aussi pour former son esprit critique et s'émanciper par rapport aux déterminations extérieures et initiales. Donc l'idée, c'est pour aider les élèves à opérer ce dédoublement, qui est douloureux, qui est difficile. On est tous mieux chez soi à écouter ce que dit papa, maman, ils ont toujours raison, c'est super. Mais c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça qu'on grandit. Donc à l'école, pour les aider à s'émanciper, se libérer au sens propre, quoi, on leur impose cette forme de déprise qui se manifeste physiquement. À l'école, on n'est que des élèves, il n'y a que des élèves. Il n'y a pas de musulmans, de fils d'évêques, de riches, de pauvres, il n'y a que des élèves. Donc, il est bien certain que l'élève, s'il arrive tout enturbané dans les insignes de sa religion, il ne joue pas le jeu, il ne saisit pas la chance de ce dédoublement que lui offre l'école. Bon, la loi 2004, elle a été adoptée pour réaffirmer la vocation émancipatrice de l'école, qu'à l'école, il n'y a que des élèves, que les élèves ne doivent pas se distinguer les uns des autres aussi visiblement, et aussi ne nous leurrons pas pour lutter contre des phénomènes de pression collective, qui à l'époque était minime, zéro. Vraiment, quand on regarde ce qu'il y avait comme port de voile, parce que c'était un problème principal dans les établissements d'enseignement secondaire en France, c'était vraiment presque rien. Aujourd'hui, c'est très différent. Et si les élèves avaient l'autorisation de venir revêtus d'un voile, la pression serait inévitable sur celles qui ne le portent pas et qui, dans l'esprit de leurs camarades, sont censées le porter. Donc, c'est une loi qui protège les élèves et qui les aide à devenir autres que ce qu'ils sont en entrant. C'est comme le but de l'école. Il ne s'agit pas de faire d'eux des petits athées, hein, du tout. Mais de leur permettre de choisir la religion s'ils le souhaitent. De choisir la religion s'ils le souhaitent. Pas d'arriver en disant « j'ai déjà choisi, toutes les jeux sont faits. Ne me parlez plus, j'appartiens ». La loi dit appartenance religieuse. L'idée qu'un élève appartienne est quelque chose d'horrible. Si on veut qu'il devienne libre, il faut qu'il se déprenne. Donc voilà, la philosophie de la loi de 2004, elle est vraiment elle est fondamentale à expliquer aux élèves. Que c'est pour eux. Alors qu'à l'université, ils sont censés avoir un esprit critique parfaitement formé. Je ne vais pas dire le contraire parce que ce ne serait pas sympa pour mes étudiants, mais ils sont donc on part de l'idée que voilà, hein, les jeux sont faits. Vous avez 20 ans, les jeux sont faits. Bonsoir, vous avez parlé tout à l'heure de Gilles Platré, maire LR de Chalon-sur-Saône. Il a déjà eu des problèmes pour des histoires de cantine et je crois qu'il avait été retoqué pour ça. Alors que de toute façon, une mairie, le service de cantine n'a pas à tenir compte de principes religieux ou pas. Je veux dire, ils peuvent très bien servir un seul repas. La laïcité, j'avais dit, c'est un principe institutionnel, même constitutionnel, et ça n'est pas une valeur. Alors quelle différence, puisque on parlait du contrat d'engagement républicain, où il faut respecter les valeurs de la République. Alors en effet, alors, le principe, tout le monde voit ce que c'est un principe juridique qui est à l'origine de règles. Donc le principe, la règle. Et la règle, vous la comprenez par rapport au principe. Si vous avez un doute sur le sens d'une règle, vous vous reportez au principe qu'elle incarne. La valeur, c'est complètement autre chose. La valeur, chacun les siennes. On est dans une démocratie, chacun ses valeurs. Encore une fois, vous pouvez dire, moi, la République, pour moi, c'est pourri, je veux le roi, je veux le retour du roi. C'est votre valeur politique. En effet. Il n'y a qu'à l'école, par contre, où l'école, la nation fixe à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Mais nous, on n'est pas des élèves, nous, des adultes, nous. Donc nous, nos valeurs, ce n'est pas l'État qui nous les dicte, c'est sûr. En revanche, ce qu'on doit respecter sont les principes de la République. Ce mot de la valeur, il est monté en puissance
dans la terminologie politique et même un peu juridique de l'exemple du contrat, après les attentats de 2015. Ça, on peut le dater de manière très précise. Il y a eu la grande campagne pour les valeurs de la République après les attentats de 2015. Éducation nationale, ministre de l'Intérieur, tout le monde ensemble pour avoir cette grande campagne. Parce que il y a bien autre chose dans le terrorisme islamiste que le refus des valeurs de la République, hein, on est d'accord. Mais parce qu'on a senti, les pouvoirs publics ont senti que notre pays est en train de se déliter, quelque chose allait basculer. Avec les attentats terroristes qu'on a eus, c'est presque miraculeux, si je puis dire, qu'il n'y ait pas eu de violence dans la société. Qu'on ait quand même fait face, on a tenu. Vous voyez, aux États-Unis, ils ont eu beaucoup moins d'attentats que nous, mais il y a beaucoup plus de crimes racistes à l'égard des musulmans après les attentats. Nous, il n'y en a pas, hein. En tout cas pas au nom des attentats. Donc, cette histoire de valeur de la République, ça correspond à une volonté de recréer de la cohésion autour de quelque chose qu'on chérit. La valeur, c'est ce qu'on chérit, c'est ce qu'on aime. Alors, c'est plus un discours incitatif, presque incantatoire. Hein. C'est faire aimer la République. Remettre, oui, voilà, de l'amour autour des principes du contrat social, quoi. Vous savez, un type comme Houellebecq qui dit la France, pour moi, c'est comme un hôtel. Donc, l'idée, c'est que la France ne soit pas un hôtel. C'est qu'il y ait plus que ça derrière. Alors après, ça ne se décrète pas. Nul amour ne vaut sous la menace. Hein. Donc, ça ne se décrète pas. C'est pour ça qu'il y a quand même aussi un travail pédagogique qui est fait à l'école, mais au-delà. Et ce contrat d'engagement républicain se voulait aussi un œuvre pédagogique. Bon, on a bien compris que ça a complètement raté, mais c'était quand même aussi ça l'idée. C'est-à-dire, vous voulez travailler avec les pouvoirs publics, vous voulez être agréé, vous voulez être subventionné, eh ben, montez avec nous dans le même bateau de la défense des valeurs de la République. En gros, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein. Respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, égal respect des formes de sexualité, dès lors qu'elles sont librement consenties naturellement. Voyez en gros la galaxie de valeurs que ça représente. Hein. Il n'est pas aberrant de les promouvoir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est maintenant trop à toutes les sauces. Ça ressemble à une sorte... Ça met un peu mal à l'aise. Je suis entièrement d'accord. Ça met un peu mal à l'aise. Vous voyez, rien que par exemple, dire tout le temps l'école de la République, moi ça m'énerve. Enfin, je parle sous le contrôle du Dahazen, mais l'école publique, ça suffit, non? On a toujours appelé ça l'école publique, c'est l'école publique, laïque. Qu'est-ce que ça ajoute de dire l'école de la République? Bon, je sais que maintenant on le dit tout le temps. Et là aussi, si vous faites une recherche Ngram, là, vous savez, sur les moteurs de recherche, vous verrez, ça date de 2015. Avant, on disait l'école publique. Ça suffisait. La laïque, quoi. Et la République, il y a trop. On voit bien que là, les gens maintenant ont un dégoût des politiques qui est quand même très fort, hein, très très fort. Et qu'ils sont toujours là en train de dire la République par-ci, la République par-là. Ça risque d'être contre-productif. Moi, je milite pour qu'on revienne à la question des principes, parce que les principes donc favorisent une entente, un ordre, une entraide, un agir ensemble. Vous parliez d'agir ensemble. C'est quand même autour de principes et de règles. On se met d'accord autour de ces principes, on se met d'accord sans ce qu'on veut leur donner, et on y va. Et après, les valeurs, chacun les siennes. À la Ligue, on ne parle pas de vivre ensemble, on a tendance à parler de faire société. Est-ce que, d'un point de vue juridique, il y a des choses qui peuvent le traduire? Et puis, si vous pouvez donner un petit peu, quelle pourrait être pour vous la différence entre ces deux mots? Du point de vue juridique, au risque de vous surprendre, c'est surtout utilisé pour limiter les droits, le vivre ensemble. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est essentiellement elle qui l'utilise. Par exemple, elle a admis l'interdiction du port du voile intégral, c'est-à-dire de la dissimulation du visage dans l'espace public, au nom du vivre ensemble. L'idée, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette loi en 2010, donc on interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, ça n'a aucun rapport avec la laïcité, elle n'a jamais été définie comme une loi de la laïcité, elle a été définie comme une loi soit pour défendre les femmes opprimées, soit pour défendre l'ordre public, soit encore pour favoriser le vivre ensemble. Et l'idée, c'était, dans une société, il y a des parties de son corps qu'on cache, vous les connaissez, il y en a d'autres qu'au contraire, on doit montrer, et c'est le visage. Nous sommes dans une société où on doit pouvoir s'entre-dévisager pour voir, est-ce qu'il me sourit, est-ce qu'il n'est pas content, est-ce qu'il fronce les sourcils, on doit se voir, pour montrer qu'éventuellement on peut se parler, qu'on peut se rencontrer. Et ça, c'est tout un argument que le gouvernement français a développé devant la Cour européenne des droits de l'homme, et ça a marché. La Cour européenne des droits de l'homme a dit « ouais, c'est vrai, c'est intéressant, ce vivre ensemble ». Alors depuis,
Elle ne parle plus que de ça. Elle l'utilise pour plein d'autres choses. Mais en fait, donc, pour limiter ce qui est de nature à contrevenir aux mœurs, en fait, aux règles de base dans une société. Nos mœurs, par exemple, c'est qu'on se serre la main. Vous savez qu'il y a tout un contentieux sur le refus de serrer la main. À la fois en droit public, en droit du travail. Les gens qui ne veulent pas se serrer la main pour des raisons religieuses, il y a tout un contentieux là-dessus, parce que donc, en fait, ils ne portent pas atteinte à une règle. Il n'y a pas de règle. Pas de règle. Vous trouvez pas dans aucun code, l'homme et la femme se serreront la main quand ils se verront dans telle et telle situation. Il n'y a pas de règle. Mais c'est un usage. Et quelqu'un qui refuse de vous serrer la main, vous la lui tendez et il ne vous la prend pas, le message est terrible. Donc, on peut être licencié valablement, on peut se voir retirer la nationalité française lors d'une cérémonie de naturalisation, parce qu'il y a des gens ils vont à la cérémonie de naturalisation, le préfet leur dit « bienvenue dans la nationalité française », il va pour leur serrer la main, puis les autres « ah non, je ne peux pas serrer la main d'un homme parce que je suis une femme, ni d'une femme parce que je suis un homme ». Bon, bah, immédiatement, retrait de la naturalisation. Retrait. Et donc voilà, ça a l'air idiot cette histoire de serrer la main, mais ça va dans le sens de ce que vous dites sur le vivre ensemble. Donc oui, on a des exemples de gens qui finalement ont des comportements qui ne sont pas du radicalisme religieux, radicalisation religieuse, qu'on a du mal à caractériser autrement que comme des comportements qui heurtent les usages. Les usages. Typiquement, serrer la main d'une personne du sexe opposé. Y a-t-il une dernière question? Madame? On représente une république quand on est dans une administration. Et quand on a des phénomènes comme ça de pas serrer la main, d'avoir des propos parfois très limites avec les enfants, séparer les enfants de cantine parce qu'ils ne mangent pas la même chose, bah, comment on peut intervenir? Ça dépend qui est on. Si on, c'est le supérieur hiérarchique, bah, ça s'appelle la sanction disciplinaire. C'est-à-dire, voilà, il y a des manières dont on travaille, il y a des règles collectives qui s'imposent aux agents. Alors, ça ne serait jamais être une faute lourde de refuser de serrer la main d'un usager. Dans certaines administrations, on serre la main, pas dans toutes. Hein. Dans beaucoup, on ne serre pas la main de l'usager, on est bien d'accord. Mais il arrive qu'on est dans des contextes où on serre la main de l'usager et l'agent qui refuserait systématiquement de serrer la main de l'usager, on a des arrêts dans l'éducation nationale, par exemple, hein, pour des AED. Ils refusent de serrer la main de l'approviseur alors qu'ils sont au moment de la signature du contrat. Bon, ils refusent de serrer la main des autres membres de l'administration. Ben, on ne renouvelle pas le contrat, voire on ne signe pas le contrat, puis c'est tout. Non, la hiérarchie regarde ça quand même. Enfin, je ne dis pas qu'elle le fait tout le temps, mais ça se fait, vous savez, ça a même été un motif de retrait d'agrément de l'accès aux zones aéroportuaires. Bon, mais avec d'autres choses. Hein. Vous savez que pour accéder à une zone aéroportuaire... Quand ils sont fonctionnaires. Quand ils sont fonctionnaires. Ils ne sont pas fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, bah, et quoi? Bah, y a une sanction disciplinaire. Quand vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous devez appliquer les règles. Merci à vous, Gwenaëlle Calvez. C'est le moment de clôturer cette conférence. On vous propose de partager un pot de l'amitié. Ce sera l'occasion aussi de continuer nos échanges et de poser les questions. Si vous n'avez pas osé les poser devant tout le monde, n'hésitez pas. Merci à vous.